Bonjour, très heureux de vous retrouver pour la suite des essais que j'ai fait à Montier-Anderre et aujourd'hui avec une prise en main sur deux objectifs de nouveauté de chez Sigma qui nous gâtent en ce moment. D'un côté le 70-200 f2.8 et de l'autre un APS-C, le 10-18 également à f2.8. Vous allez voir que ces deux objectifs sont particulièrement intéressants. Alors on commence par le 70-200 avec quelques petites précisions. Alors c'est un objectif assez lourd quand même, hein. Il fait 1335 grammes très exactement pour un prix de 1700 €. Ça c'est quand même vraiment extrêmement placé. Alors bien sûr tout de suite on compare au Sony 70-200 f2.8, le tout dernier en date, qui lui pèse un petit peu moins à 1045 grammes. Par contre, au niveau tarif, on est à 3000 €. Alors l'alternative de Sigma, elle est vraiment intéressante. Sur le papier, en tout cas, 1700 € au lieu de 3000, avouez qu'il y a quand même de quoi se poser des questions. Certes, l'objectif est un petit peu plus lourd, on a 290 grammes de plus pour le Sigma, mais dans les faits, l'objectif est très équilibré, on l'a bien en main, et c'est pas trop gênant. Moi, ça ne m'a pas posé de problème, en tout cas sur les prises de vue que j'ai pu faire à Montier. Quelques petites précisions supplémentaires. On a 11 lamelles. Oui, 11 lamelles, vous avez bien entendu, donc vous allez voir que les bokeh, les flous d'arrière-plan sont somptueux, c'est vraiment très très bon. La mise au point mini, elle est aussi très intéressante. On est à 65 cm à 70 mm et à 1 m à 200 mm. Bon, là aussi, on peut faire un peu de proxy photo, c'est quand même une bonne chose également. Il y a une nouvelle stabilisation qui promet 7,5 stops. Alors, dans les faits, j'ai eu bien besoin de cette stabilisation parce que les conditions de lumière étaient cata, je vous l'ai déjà dit, Montier cette année c'était vraiment de la pluie. Et puis il y a aussi ces deux moteurs HLA. Alors les moteurs HLA c'est High Response Linear. Bon, un jargon un peu technique, on va voir si dans les faits au niveau AF ça suit bien et vous allez voir que c'est pas si mal que ça. On va regarder tout ça en détail dans les images qui suivent. Voilà, nous sommes en présence du Sigma 70-200 f2.8 tout nouveau qui vient de sortir en monture Sony, assez léger, très compact, avec une très belle qualité de fabrication. Et il faut aujourd'hui, encore une fois, on est sous les averses à Montier, donc là on va tester l'étanchéité à fond la caisse. Par contre, très très bel objectif, j'apprécie énormément déjà dans le viseur, et pourtant je suis pas un grand fan du viseur du 6007. Bien là l'image est magnifique, cette ouverture f2.8 permet beaucoup plus de choses. Alors certes il est plus lourd que le 70-350 que j'utilise habituellement, mais ça reste quand même raisonnable à la fois en poids et en encombrement, et surtout on a cette ouverture f2.8, et quand comme aujourd'hui on a une lumière, j'ose même pas dire de lumière, une absence de lumière aussi marquante, et bien avoir 3 stops de différence pratiquement entre le 6.3 et le 2.8, ça change complètement la donne. Alors cet objectif, comme tous les objectifs modernes, a un ensemble de boutons à la fois paramétrables, assignables sur le fût, une bague de zooming qui est courte. Ça c'est très très bien, un peu à l'instar du 180-200Z chez Nikon, c'est à peu près la même chose, la même amplitude. Et puis aussi on a une bague qui est verrouillable au niveau du diaphragme, qui est cliquable ou fluide, suivant quand on fait de la photo ou de la vidéo, ça c'est remarquable aussi. Bref, il y a tout sur cet objectif. J'ai fait plusieurs prises de vue parce que j'ai eu quelques petits désagréments, en tout cas quelques ratés. Il faut bien comprendre aussi que Sony ouvre sa monture à d'autres opticiens, des opticiens tiers, hein, depuis déjà longtemps et à tout le monde, ou en tout cas à beaucoup, mais en mettant des limitations. Alors elles sont pas toujours très évidentes, pas toujours dites d'ailleurs, mais elles existent, ces limitations, en particulier au niveau de l'autofocus et de la vitesse également de cadence de prise de vue. Alors la cadence de prise de vue, on peut pas faire autrement, hein. Bien sûr, on va annoncer qu'au lieu de 30 images secondes, c'est 15 images secondes sur les plus gros boîtiers. Je me suis aperçu également qu'il y avait une limitation sur le suivi d'AF, et bien souvent, les optiques tiers ne sont pas tout à fait aussi efficaces qu'on le souhaiterait, et en tout cas pas autant que les optiques Sony. Ça se vérifie
un petit peu sur le 70-200, même si je trouve quand même qu'il fait vraiment très bien le job, bien mieux d'ailleurs que le 100-400 que j'avais essayé précédemment chez Sigma, et sur l'Alpha 6700, le boîtier que j'utilise pour ces tests, le 100-400 avait vraiment beaucoup de mal. Là, c'est pas le cas, on va voir ça ensemble. Première image, vous voyez que déjà, on est bien sûr à 200 mm, donc l'équivalent d'un 300 mm à la pleine ouverture, à 2.8, et pour être tranquille, on est aussi à 1/1600 pour avoir une image tout à fait nette, et on s'aperçoit que si je fais défiler, bah, ça reste très très correct. Si je laisse l'image comme ça en grand, il n'y a pas de problème. Par contre, ah, vous voyez là, celle-ci, là on a par exemple un décalage de mise au point, ça se corrige très vite dès la vue suivante, voilà, et vous allez voir que ça continue très bien, mais on n'a pas du 100%, alors on n'a jamais du 100%, alors vous allez me dire, oui, c'était peut-être un incident de parcours, enfin, etc. Donc je l'ai refait plusieurs fois, hein, la séquence, on la revoit une deuxième fois, tac, tac, donc là c'est très bien, paf, voilà, et là ça revient alors qu'on était beaucoup plus proche. Je l'ai même refait une troisième fois pour être tout à fait sûr. Là, on refait défiler. Là, c'est très bon, très bon, très bon, pas de problème. Là, on commence à avoir quelque chose qui est un petit peu moins performant, mais c'est vraiment un pouillème, hein, il faut vraiment agrandir beaucoup. Et là, c'est très bon. Ah, voilà, là, on arrive aussi à quelque chose qui est plus tout à fait net. Là, on revient, et puis là, on arrive aux limites. Ben oui, on est vraiment très près. Alors en conclusion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'AF suit vraiment très bien. Dans un grand nombre de cas, ça sera 80-90% de photos nettes, donc on est sur un très très bon score, meilleur que les anciennes optiques Sigma. C'est même au-delà de tous les opticiens tiers que j'ai pu essayer, mais on n'est pas tout à fait au niveau d'un 70-200 f2.8 de chez Sony, où là on aura encore un pourcentage plus élevé de photos nettes. Alors en vidéo ça fonctionne très bien, bon je vous mets la séquence en vitesse réelle mais là ça va trop vite pour qu'on voit quoi que ce soit, donc la même chose en ralenti, et vous allez voir que la F est redoutable et fonctionne peut-être même mieux qu'en photo, en tout cas j'ai été surpris, c'est vraiment très très bon. Là je suis avec l'Alpha 6007, toujours à 120 images par seconde, et je sais que par expérience l'Alpha 6007 quand on met en 120, l'autofocus n'est pas forcément toujours parfait, et bien là c'est vraiment excellent. Alors examinons ensemble le piqué, la définition, la précision de cette optique. On va faire défiler un petit peu les différentes focales. Là on est donc à 70 mm, à 2.8 à gauche et à f4 à droite. Et si on agrandit à 200%, on s'aperçoit que, d'abord, c'est très bon, c'est vraiment très défini, très piqué, très précis. C'est un petit peu plus net à f4 à droite qu'à f2.8. Et on va voir que sur les coins extrêmes, c'est encore un petit peu plus marqué. À f4, l'objectif est déjà à son maximum, alors qu'à f2.8, on voit que c'est un petit peu plus mou. Mais sincèrement, ça reste quand même très bon, hein. Il ne faudrait pas croire que c'est pas exploitable à cette ouverture. F2.8, on a déjà une très très belle image, il faut vraiment agrandir à 200% pour s'apercevoir d'une différence. 100 mm, toujours 2.8 à gauche et f4 à droite. Allez, on va agrandir tout ça. Et là, on s'aperçoit que les images sont très très proches. À 100 mm, honnêtement, dès la pleine ouverture au centre, c'est vraiment très très bon et pratiquement équivalent entre 2.8 et 4. Dans les coins extrêmes de l'image, on s'aperçoit que le f4 est un petit peu meilleur que le f2.8, mais la différence est moins marquée qu'à 70 mm. Alors à 135 mm, c'est encore un petit peu différent. Vous allez voir qu'au centre, on n'a pratiquement aucune différence entre le 2.8 et le 4, hein, toujours 2.8 à gauche, 4 à droite. Et là, c'est vraiment identique, il n'y a que dans les bords extrêmes, que je vous montre immédiatement, où on voit une petite différence vraiment à la faveur du f4. On va dire qu'à 135 mm, cet objectif est pratiquement homogène, sauf vraiment dans l'extrémité, dans les angles, vraiment il faut aller chercher très très loin pour trouver une petite différence, mais c'est absolument négligeable. Et à 200 mm, on a exactement le même comportement qu'à 135, à savoir un centre qui est tout à fait identique entre le 2.8 et le 4, donc là pas de problème. C'est d'ailleurs souvent là qu'on se sert le plus de l'image, hein. À 200 mm, on est centré sur un sujet et donc c'est vraiment le centre qui est important. Et si on va dans les angles, eh bien on s'aperçoit que là aussi il y a une toute petite différence à la faveur du f4 bien sûr, mais qui ne posera absolument aucun problème, y compris sur des grands tirages. Donc voilà.
Alors en ce qui concerne le bokeh, il est vraiment magnifique. Je dois dire que c'est un des 70-200 mm, toutes marques confondues que j'ai essayé, qui présente le plus joli arrière-plan. C'est très fondu, très harmonieux. Des 70 mm, comme on le voit là, à l'ouverture 2.8, c'est vraiment déjà très très bien. Et si on monte un petit peu la focale, là on est à 100 mm, toujours f2.8. Voici à 135 mm. C'est vraiment magnifique. Et puis alors la définition, je vous raconte pas, hein, c'est vraiment parfait. À 170 mm, regardez, là l'arrière-plan est totalement fondu, c'est vraiment magnifique, toujours cette définition incroyable, qu'est-ce que c'est beau. Et puis à 200 mm, voilà, on a quelque chose qui est de l'apanage des plus grands objectifs que j'ai pu essayer en 70-200, et on a toujours cette très belle définition, ce piqué qui est vraiment remarquable, et puis l'arrière-plan, regardez ça, qui est parfaitement fondu. C'est une des caractéristiques vraiment très très intéressantes de cet objectif, qui se démarque de la concurrence, ou en tout cas qui fait aussi bien que les meilleurs. Alors quelques exemples en moins gros plan, vous voyez que là je suis à 192,9 mm, je sais pas pourquoi j'ai pas dû tourner la bague assez loin, bref, on va dire presque à 200 mm, toujours en ouverture 2.8, et donc le sujet est beaucoup plus loin, et bien l'arrière-plan est quand même très estompé, c'est très harmonieux, c'est très joli. Autre exemple, toujours aux alentours de 190 mm et à 2.8. Alors, voyez, attention, parce que là, la profondeur de champ est quand même vraiment très réduite. Là, c'est parfaitement net, et sur le deuxième sujet, qui est juste décalé de quelques centimètres, ça l'est plus. Hein. Ça c'est pas la faute de l'objectif, c'est bien sûr la rançon d'une ouverture de 8 à presque 200 mm. Alors, je pourrais multiplier les exemples, hein, mais ils sont tous de la même qualité, avec cet arrière-plan magnifique. Alors, autre point qui peut aussi vous intéresser, quelle différence il y a lorsque je ferme un petit peu cette ouverture. Donc là, je suis à 192 mm toujours, et à f2.8, et voilà ce qui se passe lorsque je ferme un petit peu l'ouverture. Là, je suis à f4. Vous voyez que l'arrière-plan reste quand même fondu et très joli. À f5.6, alors là on bascule, et c'est justement toute la différence entre un objectif très ouvert à f2.8 et puis des zooms beaucoup moins ambitieux avec des ouvertures un peu moins grandes. Donc là à 8, l'arrière-plan est à mon sens beaucoup trop présent, et je remets à 5.6, 5.6, 6.3, ce sont souvent des ouvertures, des zooms on va dire standards. Vous voyez quand même que cet arrière-plan est quand même beaucoup plus présent. Je vous remets le 4 et surtout le 2.8, là ça change complètement la donne. Hein. C'est vraiment tout l'intérêt d'avoir des optiques qui ouvrent à f2.8. Voilà la réalité du bokeh sur ce 70-200 avec ses 11 lamelles. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus de ce côté-là. Deuxième objectif, et oui, Sigma Nougat, le 10-18 prévu pour la PSC, en monture L ou en monture E. Pour l'instant, pas de Canon et de Nikon. Il semblerait que ça soit un peu dans les cartons. On va suivre ça de façon attentive et je vous tiendrai au courant si jamais il y a ces montures Nikon et Canon qui arrivent pour les objectifs Sigma. En tout cas, cet objectif sur le papier, là aussi, est extrêmement intéressant. 260 grammes, c'est d'une légèreté incroyable. Et puis, avec un range 10 à 18 qui est formidable, et surtout l'ouverture f2.8. Ça, c'est vraiment un sacré plus. Alors bien sûr, il se heurte en concurrence directe avec le Sony 10-20 EPZ qui lui est motorisé. Donc ça, c'est un plus qu'il peut avoir. Par contre, le Sony, il n'ouvre qu'à 4. Alors, très schématiquement, je dirais que pour les photographes, moi j'aurais tendance à pencher tout de suite pour le Sigma f2.8. Pour les vidéastes, la motorisation semblerait apporter quand même un plus. Je l'ai utilisé, ce 10-20. Peut-être que les vidéastes s'intéresseront plus rapidement au 10-20 Sony qu'au 10-18 Sigma. C'est très schématique tout ça, on va rentrer dans le détail, vérifier ensemble ce qu'il en est des qualités optiques, de l'agrément d'utilisation, et puis dans des conditions difficiles, une fois de plus, savoir ce que ça donne véritablement sur mon Sony Alpha 6700. Décidément Sigma Nougat, puisque on a la sortie également d'un 10-18, un super grand angle pour APS-C, très petit, très léger, très compact, extrêmement agréable à utiliser, avec une bague de zoom qui est très fluide et très rapide, 1/8 de tour à peu près. C'est vraiment un objectif qui ouvre aussi à 2.8, donc on a le 10-18, on a le 18-50, on a le 70-200, tout ça à ouverture f2.8, dans des formats légers, compacts, très bien finis.
Allez, on va tout de suite attaquer par les qualités optiques que peut présenter ce 10-18 avec la première focale, 10 mm, à gauche à f2.8, à droite à f4. Pas de surprise, l'ouverture f2.8 est la plus faible. C'est assez net lorsqu'on grossit à 200%. Vous voyez que là, à gauche, c'est un petit peu moins précis, un peu moins défini, alors qu'à f4, c'est déjà très bon. Et d'ailleurs, si je monte ensuite à f5.6 ou à f8, on n'a pas de différence. f8, f5.6, f4, c'est la même chose. Donc ça montre bien que à la pleine ouverture f2.8, on a une petite mollesse, qui n'est pas catastrophique, mais qui existe. Et par contre, dès l'ouverture f4, c'est parfait. En tout cas au centre, mais vous allez voir que dans les angles, c'est la même chose. Voilà pour les angles, donc toujours f2.8 à gauche, f4 à droite, et on voit bien cette différence. D'ailleurs, si je passe à 5.6 ou même à 8, on n'aura rien de plus, simplement. Donc il faut fermer à 4 pour avoir la totalité des qualités de cet objectif, et on a ainsi vraiment une image de très haute qualité lorsqu'on veut faire du paysage, y compris avec des ouvertures qui sont quand même assez grandes. Alors on passe à 12 mm pour s'apercevoir que, on va avoir un peu les mêmes comportements, toujours de la même façon, à 2.8 à gauche et à 4 à droite. Alors la différence est un petit peu moins marquée qu'à 10 mm, vous voyez qu'on est sur des images qui sont vraiment assez proches, même si le f4 conserve une toute petite longueur d'avance, mais vraiment elle est toute petite cette longueur d'avance. Alors dans les angles à f4, on n'a pas forcément une grande amélioration à 12 mm de focale. Il faut vraiment monter à 5.6 et là on a vraiment une amélioration qui est assez nette. Donc il faut le savoir, à 12 mm, il vaut mieux fermer à 5.6 si on veut par exemple faire du paysage pour avoir une image qui soit parfaitement homogène. Alors à 14 mm, on retrouve un peu le même comportement, on précise tout ça, on agrandit. Alors au centre de l'image, toujours pareil, à f2.8 à gauche, c'est un petit peu plus mou, à f4 au centre, c'est déjà parfait. Alors dans les angles, on voit exactement la même chose qu'à 10 et à 12 mm, c'est à savoir que le f4 est meilleur que le f2.8, et que si je ferme à 5.6, c'est encore meilleur. Donc là aussi, si on veut être avec une image parfaitement homogène, il vaut mieux fermer à 5.6. Le fait de fermer à f8 n'apporte rien de plus, 5.6 suffit amplement pour avoir une image homogène sur tout le champ. Nous voici à 16 mm, vous allez voir qu'à cette focale, même à la pleine ouverture à f2.8, l'image est déjà très bonne. On peut la comparer à l'image à f4, vous voyez qu'il y a quand même assez peu de différence. Si je ferme à 5.6, on retrouve pratiquement la même chose, ainsi qu'à 8 d'ailleurs. Donc à partir de 16 mm, c'est vraiment très bon au centre, il est déjà à f2.8. Et dans les angles, la différence est assez ténue parce que l'image est déjà relativement homogène. Il faut fermer à 5.6 pour avoir le maximum de qualité. Et là, c'est le cas, ça existe. Donc toujours pareil, à 16 mm, on ferme à 5.6 quand on veut une image homogène sur tout le champ. Mais je dirais que déjà, à 2.8, on a quelque chose qui est tout à fait correct. Alors à 18 mm, on a quelque chose qui est relativement semblable. Même la pleine ouverture, c'est déjà très bon. Vous voyez, il y a assez peu de différence. Si je ferme à 5.6, on ne constate que très peu de différence, ou même à 8. Et dans les angles, on a à peu près la même chose, quelque chose qui est assez semblable, certes un petit peu meilleur à f4. Si je ferme à 5.6, on voit guère de progression, ça reste un tout petit peu supérieur au f2.8, à la pleine ouverture, mais c'est dans une mesure vraiment assez faible. Donc déjà à 18 mm à f2.8, l'objectif est parfaitement utilisable. Une fois de plus, si on veut la totalité des qualités de cet objectif, fermer à 5.6 permet d'avoir une image totalement homogène. Alors autre point qui pourrait être intéressant de regarder, c'est cette différence d'angle de champ entre un 10 et un 18. C'est quelque chose qui est peut-être pas si facile que ça à appréhender. Je vous montre 2-3 exemples. Voilà une photo prise à 18 mm, donc l'équivalent d'un 27 mm. Alors ça, on a l'habitude, c'est un cadrage assez naturel. Et donc on va voir tout de suite, si on passe à 10 mm, vous voyez que l'image n'a plus rien à voir. Il faut apprendre la composition au super grand angle, c'est pas évident. Il y a beaucoup de plans à assembler, beaucoup de plans à nourrir en fait avec de la matière, avec des sujets, avec de la composition. C'est quelque chose qui n'est pas si simple que ça. Voici un autre exemple, toujours à l'intérieur, on verra qu'à l'extérieur c'est encore différent. Donc là pareil, 18 mm, l'équivalent d'un 27, et hop, on passe à 10 mm, l'équivalent d'un 15 mm. Alors déjà il faut jouer un petit peu avec les déformations de périphérie d'image, comme
tous les super grands angles, il y a pas de problème. Et puis, vous voyez qu'il y a beaucoup de plans à nourrir. Alors à l'intérieur, c'est plus facile parce qu'on a souvent des premiers plans, des objets. On peut avoir, comme ici, plusieurs personnages, donc ça se passe plutôt pas trop mal. Et alors si on passe à l'extérieur, vous allez voir, c'est un petit peu plus compliqué encore. Alors à l'extérieur, on n'a pas toujours forcément le premier plan qui habille totalement son image. Donc voilà le 18 mm, l'équivalent 27, et puis on va faire défiler les focales. Voici le 16 mm, c'est déjà grand, c'est l'équivalent à peu près d'un 24 mm en plein format. Un 14 mm, équivalent 21, là ça devient un petit peu plus compliqué, vous voyez il y a toute une partie d'image qui n'est absolument pas habitée, et moi je trouve que ces images au super grand angle comme ça, il faut vraiment apprendre cette composition parce qu'elles deviennent vite un petit peu faibles en intérêt, et alors plus on descend, là on est à 12 mm, et puis encore plus à 10 mm, vous voyez que là c'est autre chose, c'est une autre règle de composition. Par exemple en paysage, moi j'ai souvent un petit peu de mal avec un angle trop ouvert, et c'est un petit peu plus difficile à mon sens de faire une très très belle photo avec un 10 mm plutôt qu'avec un 28 ou un 35 parce que là encore on a énormément de choses à mettre dans son image pour qu'elle soit intéressante. Allez, voici encore un autre exemple, désolé pour l'horizon qui n'est pas tout à fait droit, j'avais certainement un petit peu froid sous la pluie. Donc là on est à 18 mm, là on est à 10 mm, alors vous voyez ça donne un côté très dramatique, hein. Les formes géométriques ça marche toujours très très bien avec un super grand angle, et puis ça permet aussi d'exprimer un autre angle de vue. Typiquement sur ce ponton on a une espèce de pédalo là qui prend une dimension complètement folle. Là il y a pas mal de premiers plans, donc je trouve que l'image est un petit peu plus intéressante. Là aussi, il faut faire attention à la plongée ou à la contre-plongée qui a tendance à beaucoup déformer. Là, j'ai essayé de me mettre presque au-dessus du bateau à 10 mm, mais ça donne une image un petit peu marrante, un petit peu comme un drone qui survolerait le bateau. Et de la même façon, en contre-plongée, on peut donner un côté un petit peu plus dramatique. Alors, on peut même aller un petit peu plus loin dans le concept et travailler son image de cette façon, ce qui donne là aussi des points de vue un petit peu originaux. Donc, vous l'avez compris, c'est un objectif très performant, qui est vraiment très qualitatif, qui demande un petit peu d'apprentissage pour aller au bout de ses capacités, et je pense que ça vous ouvre aussi un champ des possibles assez intéressant en photo. Alors en bokeh, alors c'est difficile de parler de bokeh avec un objectif comme celui-ci, mais regardez, à 18 mm et à la pleine ouverture, à f2.8, on a quand même une séparation des plans qui est assez intéressante. Alors bon, désolé pour la prise de vue Daniel, mais c'est vrai que ça déforme un petit peu les visages, et encore là je suis à 18 mm. Alors voici un autre exemple, avec toujours à 18 mm et la pleine ouverture. Vous voyez qu'on peut mettre un objet ou une personne en valeur et en le séparant légèrement de l'arrière-plan. Ça fonctionne parce qu'on a une ouverture f2.8, et c'est tout l'intérêt de cet objectif. Et là encore, on a vraiment des possibilités créatives. Alors là, j'ai choisi d'avoir le premier plan net et puis l'arrière-plan un petit peu plus flouté. Vous voyez que même à 15 mm et f2.8, ça fonctionne encore. Bref, vous l'aurez compris, c'est un objectif attachant, très intéressant, qui permet beaucoup de choses, d'être très créatif, avec bien sûr les apprentissages nécessaires au super grand angle. Entre un 10 mm et un 18 mm, c'est pas la même chose, mais alors quelle joie de pouvoir utiliser un objectif aussi performant, avec cette ouverture de 8 qui ouvre là aussi pas mal de choses, y compris en basse lumière. Donc vraiment, très belle réussite, et puis c'est tellement léger, tellement agréable à utiliser que je vous le recommande chaudement. Voilà les amis, une fois de plus, j'espère que ces petites prises en main pourront vous intéresser, vous apporter les informations dont vous avez besoin pour choisir votre matériel. Encore une fois, ce ne sont pas des tests approfondis comme j'aime les faire. Vous imaginez bien qu'en 3 jours, avec la somme d'objectifs et de boîtiers que j'ai dû prendre en main, je n'ai pas pu pousser mes tests à fond comme je le fais d'habitude. Mais bon, voilà, je tenais à vous offrir un petit peu ce panel, ces échantillons de toutes ces marques et de tous ces objectifs et tous ces boîtiers, de façon à pouvoir un petit peu profiter de ces conditions exceptionnelles du village des marques à Montier-en-Der. Voilà les amis, j'espère vous retrouver très rapidement pour de nouvelles aventures, de nouveaux tests, de nouveaux films. Je vais faire ma migration annuelle et partir en haute montagne dans quelques jours, avec un environnement très différent, mais il y aura de toute façon encore des essais de matériel. Et puis j'ai encore quelques films dans ma musette en réserve pour les passionnés de vélo et de VTT. N'ayez aucune crainte, et puis ça va vite revenir avec les premiers rayons de soleil. Allez, à très bientôt, ciao bye.